Le meurtre à la fête des moissons. Une enquête de Miss Marple. Bienvenue à Nuit criminelle. Ce soir, le rythme tranquille d'une fête de village cache un secret mortel. Alors que les rires résonnent dans la grange des récoltes, un invité ne dansera plus jamais. Allumez une bougie, penchez-vous plus près et laissez le mystère commencer. Les problèmes ont commencé avec le ruban. Ce n'était pas un ruban ordinaire, bien sûr. Un ruban de satin bleu délavé, enroulé autour de l'anse d'un panier de pique-nique campagnard, noué non pas avec la précision de la jeunesse, mais avec la fierté tremblante de quelqu'un qui se souvient comment. Il ondulait joyeusement tandis que Madame Évangéline Calthorpe s'activait devant les rangées de bottes de foin et les tables à tréteaux, recouvertes de Vichy, avec ce sourire résolument joyeux que seules les veuves à leur troisième danse des moissons ont. Personne n'y prêta vraiment attention, pas même lorsqu'elle rangea le panier sous les lanternes suspendues, dans le coin le plus éloigné de la grange aux dîmes, où l'air embaumait les pommes, le cirage et la nostalgie. C'était le genre de soirée villageoise faite pour oublier les choses. Le genre de soirée où le cidre coulait à flots comme les compliments, et où l'accordéoniste près de la porte coulissante de la grange avait déjà commencé son deuxième riel, avant même que quiconque ne remarque que la femme du pasteur tentait de flirter. Depuis la scène basse, ornée de soucis et de guirlandes lumineuses, un jeune homme, maigre, aux chaussures étrangement brillantes, annonce la prochaine danse, la jig du haymaker, tandis que les couples plus âgés consultent poliment leurs genoux. Miss Marple, assise au bord de la grange sur une chaise branlante en bois à côté du vicaire, remarqua discrètement que les genoux étaient devenus le baromètre tacite de l'endurance sociale à Saint Mildred. Ses propres genoux avaient depuis longtemps préféré l'observation à la participation, et elle observait donc, toujours observer. À la table voisine, Madame Price Ridley chuchotait à Miss Hartnell, à voix basse et confiante, au sujet du scandale du cousin germain de Madame Topham à Tunbridge Wells. Près du buffet, la jeune Lily Durand, jolie et hésitante, ajustait son corsage trop serré et jetait bien trop de coups d'œil au fils du gendarme, qui ne se retournait pas. Et derrière tout cela, quelque part entre les chaises empilées et le râteau oublié posé près du mur séchoir à maïs, une paire de bottes avançait maladroitement dans l'ombre des bottes trop fines pour les travaux agricoles et trop propres pour la danse. Le ruban flotte de nouveau, tandis qu'une brise s'insinue par la porte entr'ouverte de la grange. Il était presque 20h30 quand quelqu'un poussa un cri. Pas un cri dramatique, pas théâtral, juste bref, choqué et coupé à mi-chemin comme une sentence interrompue par la mort. Miss Marple se levait déjà. Cela venait de l'autre côté, près du tonneau à pommes, là où les enfants avaient abandonné leur concours de dragées. Le panier de mademoiselle Calthorpe était ouvert sur le côté. Le ruban bleu avait été piétiné. Le contenu des sablés, d'un châle en laine et d'un éventail peint à la main, était à moitié répandu sur les planches. Et là, dans le coin entre les bottes de foin empilées et le porte-manteau de vestes oubliées, gisait le corps de M. Colin Hargreaves. Il n'était pas très apprécié, mais il avait été fraîchement coiffé et avait apporté son propre pressoir à cidre à la fête. Une mare de sang noircissait la poussière près de sa tête. Une bouteille de cidre était encore innocemment bouchée à proximité, tel un accessoire d'une pièce de théâtre villageoise ayant mal tourné. Le silence s'installa comme une brume. L'accordéon s'arrêta au milieu d'une note. Le vicaire était pâle. Le médecin n'était pas encore arrivé. Et Miss Marple, toujours sereine bien que son cœur palpitait étrangement, ajusta ses gants. Ce qui la frappa en premier, ce ne fut pas le corps, ni le sang, ni même la paire de lunettes cassées que quelqu'un avait balayée sous la table des vendanges. C'était le ventilateur. Il n'était pas là la dernière fois qu'elle avait jeté un coup d'œil dans cette direction. Elle en était certaine.
et l'éventail de mademoiselle Calthorpe, un objet fragile, orné d'oiseaux peints et de rayons de bambou, gisait maintenant entr'ouverte près de la main du mort. Miss Marple inclina légèrement la tête. Il faudrait 20 minutes aux gendarmes pour arriver, 35 au médecin et même pas 10 à la première rumeur. Elle savait déjà que ce ne serait pas un simple accident ni une chute malencontreuse. C'était un meurtre, et il n'avait pas eu lieu dans une ruelle sombre de Londres, ni dans une tranchée de guerre, ni dans le salon d'une propriété ancestrale. Cela s'était produit sous des banderoles, parmi des petits pains sucrés, lors d'une nuit consacrée à la danse. Et quelqu'un, quelque part dans cette grange, peut être en train d'enlever des miettes de son manteau ou de faire semblant d'être choqué derrière des yeux bien exercés, a voulu que les choses paraissent différentes. Quelqu'un alla chercher une nappe pour recouvrir le corps. C'était une vieille nappe à carreaux, Vichy et à fleurs, avec un patch cousu dans un coin, là où la confiture de mûre avait taché le tissu lors d'un été depuis longtemps oublié. Elle flotta un instant, en se posant sur M. Hargreaves comme un rideau qui se ferme trop tôt. Un murmure parcourt la grange, pas encore assez cohérent pour être un commérage, mais se transformant déjà en interprétation. Le révérend Chudleigh s'éclaircit la gorge et tenta de formuler des paroles de réconfort, tandis que Madame Price Ridley, toujours déterminée, commençait à donner de petits ordres à personne en particulier. Gardez les enfants, dehors. Retirez le cidre, allez chercher le docteur Turlough, bien qu'il soit terriblement lent avec sa boiterie. Et quelqu'un trouvera Harold. C'est lui qui est le plus proche de la gendarmerie. Elle marqua un bref instant qu'elle n'avait jamais apprécié la façon dont M. Hargreaves saluait son port. Miss Marple se tenait immobile, les mains légèrement jointes devant elle. Elle ne regardait pas le corps couvert, mais les gens qui le regardaient. Maître Fullerton, l'avocat à la retraite, avait adopté une posture étrangement rigide près du bol de punch, comme pour préserver son innocence par une excellente posture. Lily Durand pleurait maintenant un peu trop bruyamment, et Madame Calthorpe était devenue pâle, murmurant quelque chose à propos de sa glycémie et se demandant si elle pouvait s'asseoir. L'accordéoniste, incertain de ce qu'il devait faire, continuait à serrer son instrument comme un enfant noyé. Un chien aboyait dehors, quelque part au-delà des chariots à foin. Et puis, du fond de la grange, apparut la silhouette décharnée et élégante de mademoiselle Leonora Fanshawe. Elle était vêtue d'un châle de soie couleur bronze, trop raffiné pour une tenue villageoise, avec une broche en forme de guêpe à son col. Mademoiselle Fanshawe n'était revenue à Saint Mildred qu'au printemps dernier, après de nombreuses années passées à Lisbonne ou à Tanger, selon les sources. Elle arrivait comme une ponctuation, toujours après le début d'une activité, et jamais exactement là où on l'attendait. Elle pencha la tête, vaguement amusée par le vacarme. S'agit-il d'un effondrement ou de quelque chose de pire ? Demanda-t-elle à l'air libre. Quelque chose de pire, répondit doucement Miss Marple, toujours sans bouger. Les yeux de Miss Fanshawe se rétrécirent avec intérêt, non avec inquiétude. Dehors, la pluie commença. Un léger claquement, hésitant et civilisé, frappait le toit en tôle de la grange comme pour rappeler à l'assemblée que la vie devait continuer. Quelques villageois s'excusèrent sous ce prétexte, ne présentant à personne leurs condoléances à voix basse et s'enfuient rapidement dans la nuit, la tête enveloppée d'un châle. L'agent Harold Trimmings arrive sur un vélo emprunté, son uniforme de travers et son carnet toujours plié à l'envers. Sa présence eut pour effet immédiat de rétrécir la pièce. C'était un homme ordonné, mais facilement perturbé par la vue d'une mort imprévue. Il s'approcha des lieux avec prudence, clignant des yeux plus que nécessaire, et demanda au vicaire si quelqu'un avait déplacé le corps. « Non », dit doucement Miss Marple avant que le vicaire ne s'énerve. Mais quelqu'un a gentiment couvert la question. Trimmings hocha la tête, reconnaissant. « Bien, bien, c'est bien.
Il regarda autour de lui, comptant les visages, impuissant. Y avait-il quelqu'un près de lui? As-tu vu quelque chose? Un battement passe. Eh bien, je suppose que oui, dit mademoiselle Calthorpe depuis sa chaise, en se tamponnant la tempe avec un mouchoir étrangement brodé des initiales R. C6. Mais je n'ai absolument rien vu. Je venais juste de poser mon panier et de m'éloigner pour respirer un peu. Le cidre me monte au nez dans la foule. Le panier, dit Miss Marple à voix basse. Était-il ouvert quand vous l'avez laissé? Mademoiselle Calthorpe cligna des yeux. Ouverte? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Quelqu'un a enlevé l'éventail, voyez-vous, murmura Miss Marple. Cela semblait soudain. Garniture griffonnée, mais pas avec précision. À ce moment-là, le médecin arriva, vif et les joues rouges, s'excusant de son retard et époussetant le foin de ses poignets. Il s'agenouilla près du corps couvert, souleva respectueusement le tissu et soupira. « Eh bien, dit-il après une pause, il est bel et bien mort. Traumatisme crânien. Coup violent, je parie. Il y a des ecchymoses. Il aurait pu tomber, mais il leva les yeux, croisant le regard de Miss Marple. Mais c'est peu probable. Un silence suivit. Trimming s'éclaircit à nouveau la gorge. Plus fort cette fois. Bon, alors. Personne ne part. J'aurai des questions. Que chacun reste où il est. S'il vous plaît. C'est le plaisir qui l'a défait. Personne n'obéit à un agent de police qui s'excuse. Déjà, la salle se vidait. Un exode silencieux. Non pas de la panique, mais de la bienséance. Sainte Mildred n'aimait pas s'attarder sur la laideur. Alors, petit à petit, ils commencèrent à sortir en murmurant, en jetant des coups d'œil, en chuchotant dans leur colle. Miss Marple sortit également, ses gants légèrement saupoudrés de foin. Elle s'arrêta sous l'avant-toit pour éviter la bruine, regardant Miss Fanshawe allumer une cigarette avec un air presque festif. « Vous ne semblez pas particulièrement ébranlé, » dit Miss Marple. Fanshawe expira. « J'ai vu pire à Lisbonne. » Et Colin Hargreaves avait le don de recueillir le ressentiment. « Vraiment ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. Fanshawe sourit. « N'est-ce pas ?» Une pause. À l'intérieur de la grange, quelqu'un a commencé à empiler doucement les chaises. Le grincement des chaises à l'intérieur de la grange avait pris un ton rythmé, presque pénitentiel. Miss Marple restait sous l'avant-toit, l'air aussi calme qu'une horloge de cheminée. La bruine s'était transformée en brume, adoucissant les contours de la nuit et brouillant les contours des villageois qui se dispersaient, certains par deux, d'autres seuls, mais tous d'un pas rapide et le regard détourné. L'agent Trimmings émergea avec le vague sentiment d'avoir accompli quelque chose. Ses bottes grinçant légèrement à son approche, son carnet pressé contre sa poitrine comme un recueil de cantiques empruntés. Je leur ai dit à tous de ne pas quitter le village. Je leur ai dit que ce n'était qu'une précaution. « Tout à fait vrai, » dit Miss Marple, sans chaleur ni ironie. La plupart rentraient déjà chez eux. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le médecin dit que le coup était récent. Il ne s'était pas produit plus de 10 ou 15 minutes avant qu'on le trouve. « Cela se rétrécit très peu, » murmura Miss Marple. Il cligna des yeux. « Pardon? Rien. » Elle lui offrit un léger sourire. « Tu t'en sors à merveille, Harold. Fais juste attention aux angles. Les coins? La vérité aime se cacher en eux. » À l'intérieur de la grange, le docteur Turlot recouvre le corps et se tient debout avec la grâce lasse d'un homme habitué au faim. Il les rejoignit sous l'auvent, essuyant ses lunettes sur un chiffon autrefois blanc. « Pas une chute, » dit-il, « à moins de tomber contre un mur de pierre. Un objet contondant, lourd, peut-être une poignée de pressoir à cidre ou une bûche. Quelque chose à portée de main, mais pas évident. » Miss Marple hocha la tête. « Et délibérément? Difficile à dire.
mais pas tendre. Son regard se porta vers la porte de la grange. Je devrais parler à sa nièce. Je crois qu'il vivait avec elle, temporairement, dit Miss Marple en joignant à nouveau les mains. Il s'était disputé avec son mari. C'est du moins ce que j'avais compris. Le facteur est un bon indicateur de ce genre de choses, vous savez. Ah, murmura le docteur. Eh bien, rien ne rapproche les familles comme le meurtre. Il ne le disait pas avec cruauté, seulement comme une sorte de sagesse lasse, mais cela lui valut néanmoins un regard sévère de la part de Miss Marple. Dans le chemin, au loin, mademoiselle Leonora Fanshawe avait disparu, disparaissant dans la nuit aussi facilement qu'elle était apparue, laissant derrière elle une légère odeur de tabac turc et de curiosité. Son nom n'était plus le seul à flotter dans les conversations. Tandis que les habitants regagnaient leurs chaumières et leurs cheminées, le village commençait à faire ce qu'il savait faire, de mieux raconter son malaise. Chez le boucher, ils se rappelèrent comment M. Hargreaves avait un jour escroqué la vieille Madame Venning, même si elle ne l'avait pas remarqué. Au pub, quelqu'un a murmuré qu'il y avait un litige foncier concernant le verger bordant le champ de M. Hargreaves, une haie coupée sans autorisation. Et dans un salon juste à côté du green, Madame Price Ridley divertit un petit auditoire renfrogné en racontant comment Colin Hargreaves avait été aperçu en pleine dispute avec la jeune Lily durant 3 jours, devant la boutique du village. Il s'agissait d'un travail promis, puis annulé, ou peut-être d'un prêt, ou des deux. Au cottage de Lily Durand, les volets restaient clos. Des lumières, cependant, brillaient derrière les rideaux de dentelle. Miss Marple n'était pas encore rentrée. Elle erra lentement, d'un pas posé, vers le bout du chemin où les prunelliers poussaient épais et noueux le long de la clôture du champ du vieux potier. La pluie avait presque cessé, laissant derrière elle une légère odeur de bois humide et de terre labourée. Elle s'arrêta près d'une flaque d'eau reflétant la face inclinée de la lune, remarquant sans surprise la présence d'une seule empreinte de pas, à moitié effacée, mais étrangement distincte. Une botte d'homme, au bout légèrement pointu. Elle ne s'agenouilla pas pour l'inspecteur, ni ne toucha la surface fragile de l'eau. Elle resta simplement debout un long moment, les mains légèrement jointes, le regard pensif. Plus tard, de retour dans son salon, elle alluma le petit feu de charbon et se servit une modeste tasse de thé dans la théière qui l'avait attendue toute la soirée. Ce rituel était réconfortant, même si le thé avait vieilli. Sur le buffet se trouvait son tambour à broder, abandonné depuis le matin. Et à côté, le dernier numéro du Church Times. Elle ne prit ni l'un ni l'autre. Elle s'assit près de la fenêtre et observa le mouvement des silhouettes à travers les rideaux tirés, chorégraphie de l'inquiétude. Elle pensa à la cigarette négligée de mademoiselle Fanshawe, à la voix cassée de Lily Durand et aux oiseaux en vol peints en éventail, abandonnés comme par honte. Cet éventail n'avait pas sa place dans le foin, et M. Hargreaves non plus, soupçonnait-elle. Le lendemain matin apportera son lot de questions. Mais les réponses, comme toujours, commencent par le comportement. Elle sirota son thé, grimaça et reposa la tasse sur sa soucoupe. De l'autre côté de la pièce, le tic-tac de l'horloge était trop fort. Le carillon de l'horloge sonna 2 fois avant que Miss Marple ne bouge de sa chaise. Elle n'avait aucune intention de dormir, pas avec le thé amer qui persistait dans sa bouche et un silence si pesant contre les vitres. Dehors, le chemin était humide et silencieux, à l'exception du craquement occasionnel du vieux châtaignier à l'orée de son jardin. Pourtant, même ce silence avait une certaine tension, comme si un non-dit avait pris racine. Au matin, il avait fleuri. La nouvelle se répandit devant le chariot de lait. Dès 8 heures, Madame Price Ridley avait intercepté le livreur et l'avait informé que la jeune Lily Durand avait été vue en pleurs dans son jardin, juste avant l'aube. À 9 heures, la situation avait dégénéré, et à 1h15, une crise de cris. Personne, semblait-il,
ne pouvait vérifier ses cris, mais le laitier remarqua qu'elle avait ouvert la porte en pantoufles et avec une robe de chambre mal attachée. « Ce qui est révélateur », ajouta Madame Price Ridley d'un ton significatif à Mademoiselle Hartnell, qui approuva ce genre de hochement de tête crispé, partiellement basé sur sa compréhension. L'agent Trimmings, enhardi par le semblant d'ordre que lui procurait son carnet, rendit visite à Lily peu après. Il se tenait maladroitement sur le seuil, son chapeau serré contre lui, comme si cela pouvait expliquer sa présence. Lily, quant à elle, paraissait petite et pâle, mais sereine. Elle portait un cardigan bleu marine à 2 boutons dépareillés et avait attaché ses cheveux avec un ruban semblable à celui trouvé sur le panier de Madame Calthorpe. « Je n'ai rien vu, » dit-elle d'une voix ferme. « J'ai quitté la grange juste avant que ça arrive. Mon père voulait de l'aide pour le bois de chauffage. »« C'est tout ?» Trimmings toussa doucement. « On raconte juste que tu t'es disputé avec M. Hargreaves. Il y a quelques jours, à propos d'argent ou de travail. » Lily cligna des yeux. Ce n'était pas une dispute. Il m'avait proposé de garder son magasin le mardi. Puis il avait changé d'avis. Il avait dit que j'étais trop bavarde. Trimmings jeta un coup d'œil à ses bottes. Certains disent que tu étais assez contrarié. J'avais besoin d'argent, dit-elle clairement. Mais je ne l'ai pas tué. Les mots flottaient dans l'air, trop directs, trop répétés. Miss Marple, qui s'était permise d'arriver sous prétexte de livrer des scones aux prunes, observa l'échange avec une distance bienveillante. Elle tendit le panier à la mère de Lily, murmura quelque chose sur l'importance d'une alimentation équilibrée en période d'excitation et ne fit aucun commentaire lorsque la jeune fille s'excusa pour aller chercher le plateau de thé, laissant la porte entr'ouverte derrière elle. « Elle a peur », dit doucement Miss Marple tandis que le gendarme se déplaçait à côté d'elle. « Oui, » murmura-t-il. « Mais est-ce la peur de la culpabilité, ou bien ? Ou la peur d'être remarquée ?» termina Miss Marple. « Les filles comme Lily sont si souvent jusqu'à ce qu'il soit à moitié vu, quelqu'un décide qu'il est trop bruyant. » Ils restèrent un moment sous l'avant-toit du porche Durand, écoutant le léger tintement des tasses dans la cuisine au-delà. « Et pourtant, » poursuivit Miss Marple, presque pour elle-même, on pourrait se demander pourquoi elle était revenue de la grange. Pourquoi ne pas rester si elle n'avait rien à cacher? Son père Trimmings a commencé. Il était au lit, la jambe enveloppée de liniment et d'un exemplaire de l'Ami du peuple, selon l'apprenti chimiste. Les garnitures sont rouges. Vous avez demandé autour de vous. « J'écoute », dit doucement Miss Marple. « C'est plutôt différent. » Lily revint avec du thé, les mains fermes malgré les taches bleues sous ses yeux. Elle ne regarda pas Miss Marple directement, mais ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle posa les soucoupes. Le thé était tiède, les scones intacts. Plus tard dans la journée, une conversation discrète avec la maîtresse de poste révéla que M. Hargreaves avait télégraphié 2 jours avant le bal, non pas à sa nièce ni à son avocat, mais à un nom inconnu au village, une femme de Birmingham, Madame A. McKinnon. Personne ne pouvait dire qui elle était. Mais on remarqua que le télégramme avait coûté plus cher que d'habitude et que M. Hargreaves avait payé en pièces d'une bourse en cuir usé, tandis que la postière mettait « c'est comme un homme qui vide les secrets ». Ce soir-là, tandis que le village se calmait sous un ciel qui s'assombrissait, Lily Durand se rendit seule au cimetière. Miss Marple, assise derrière ses rideaux, en tulle aux broderies intactes sur ses genoux, vit sa silhouette s'arrêter devant la statue de l'ange pleureur. Elle s'agenouilla, non pas pour prier, soupçonna Miss Marple, mais simplement pour passer inaperçue. Il y avait quelque chose dans cette posture agenouillée qui la frappa, ni le repentir, ni le chagrin. Autre chose, un besoin, peut-être, d'être plus petite que la vérité. De la fenêtre de son salon, Miss Marple observait Lily immobile près de l'ange de pierre, la tête baissée, les mains jointes devant elle, comme une enfant, attendant une réprimande.
Le silence du cimetière pesait sous le poids de la terre ancienne, et la lumière de la lampe de la fenêtre du presbytère se répandait juste assez pour dorer la silhouette de la jeune fille. Personne ne dérangeait Ernaud. Même le rouge-gorge qui a sauté une fois sur le chemin, puis a disparu dans le lierre. Il était presque 7h30 lorsque Lily se leva, lissa sa jupe et s'éloigna sans un seul regard vers la place du village. Elle prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, remarqua Miss Marple, par l'allée des peupliers, évitant la rue du marché, évitant la visibilité. Cette décision, petite et révélatrice, s'est gravée dans l'esprit de Miss Marple comme un simple point dans un motif qui s'élargit. Elle se leva et alla jusqu'à la cheminée, où son charbon avait faibli, et alluma une bougie pour raviver la flamme. Elle flamboya brièvement, illuminant la pièce d'une chaude teinte ocre. Sur la cheminée, entre deux bergères en porcelaine, se trouvait le programme plié du bal champêtre, imprimé sur du papier cartonné crème, avec l'inscription « Fête des moissonneurs d'automne » gravée en écriture ondulée. À côté se trouvait un objet moins décoratif, un mouchoir déchiré, légèrement brodé des initiales LD, et taché de ce qui aurait pu être du cidre ou du sang. Miss Marple l'avait récupéré discrètement sous les chaises pliantes, dans la confusion, sans prévenir personne. Elle toucha le coin effiloché et se tourna lentement vers le petit bureau en acajou, dans le coin où son carnet reposait sous un brin de lavande pressé. La page ne contenait que quelques lignes. Ventilateur déplacé? Placé? Lily a peur, mais ne se cache pas. Télégramme, femme de Birmingham qui en profite. Et en dessous, légèrement souligné, lunettes. Les lunettes brisées retrouvées près du corps avaient disparu lors du nettoyage de la grange. L'agent Trimmings ne les avait pas incluses dans son récit officiel. Le docteur Turlot n'en avait pas parlé. Mademoiselle Marple les avait vues distinctement, une lentille intacte, l'autre brisée comme une toile de verre fin. Une modeste paire démodée, aux branches métalliques trop pliées pour être tombées par hasard. Quelqu'un les avait pris. Mais pourquoi? Retirer un objet cassé, à moins qu'il ne menace de montrer quelque chose? Elle se souvint alors, comme une brise soudaine soulevant le bord d'un souvenir, de la façon particulière dont M. Hargreaves avait plissé les yeux le soir du bal. Lorsque l'accordéoniste avait changé sa partition, Hargreaves s'était penché en avant, les sourcils froncés, bien que le nouvel air fût affiché à quelques mètres seulement. Vanité, peut-être. Ou nécessité déguisée en indifférence. S'il avait été presque aveugle sans ses lunettes, alors celui qui les avait cassées l'avait non seulement frappé, mais l'avait d'abord rendu impuissant. La question était de savoir si cela avait été délibéré. Le lendemain matin, Miss Marple fit une promenade tranquille sur Market Lane et s'arrêta chez M. Fullerton, l'avocat à la retraite dont la posture était devenue particulièrement rigide dans la grange. Son cottage, Ivy Ends, était taillé à outrance, les bordures impeccables, les galets ratissés et chaque rosier ficelé comme si la bienséance s'étendait au feuillage. Il la reçut dans un cardigan marron qui sentait légèrement le savon à raser et le vieux vélin. « Ma chère Miss Marple », dit-il en offrant du thé avec son air habituel de galanterie lasse. « Nous ne devons sûrement pas passer la matinée en conjectures ?»« Non, » répondit-elle, « mais parfois, la conjecture est la seule façon polie de se rapprocher de la vérité. » Il rit sèchement. « On pense encore à la danse, hein ? Je réfléchis rarement, monsieur Fullerton. C'est une vieille habitude qui remonte à l'époque des domestiques et des petites cuillères manquantes. » Son sourire s'est estompé, juste un bref instant. « Je me souviens que tu te tenais près du mur ouest de la grange, près du porte-manteau, n'est-ce pas ? » « Peut-être, » dit-il d'un geste dédaigneux. « Nous étions si nombreux à aller et venir. » Mais pas en voltigeant, je crois. Tu restais plutôt immobile. Il pencha la tête. « Tu crois que ça me rend méfiant ?»« Je crois.
dit doucement Miss Marple, que les gens se comportent différemment lorsqu'ils s'attendent à être regardés et lorsqu'ils pensent être invisibles. La bouche de Fullerton se courba à nouveau, même si son regard avait perdu sa chaleur d'antan. « Et qui étais-je, à ton avis ?» ?»« Cela, dit-elle en se levant avec un sourire délicat, dépend de qui vous pensez regarder. » Elle le quitta avec son thé tiède et ses roses timides, retournant vers la verdure, où quelques villageois flânaient maintenant, sous le faux prétexte de course matinale. Elle passa devant la boulangerie, dont la vitrine exposait un pain de la moisson en forme de corne d'abondance, doré et intact. Des symboles partout, pensa-t-elle. Du pain cuit pour évoquer l'abondance, tandis qu'à l'intérieur, peut-être, se cachait quelque chose d'affamé. Au coin de Beach Lane, elle s'arrêta tandis que Madame Calthorpe sortait du marchand de légumes, ses yeux se fixant à la vue de Miss Marple. « Elle est sortie tôt, » dit-elle d'un ton enjoué, serrant dans ses bras un sac en papier rempli de pommes abîmées. « De l'air frais, » répondit Miss Marple, « et de nouvelles vérités, parfois, si on écoute bien. » Le sourire de Madame Calthorpe se figea, une chose à moitié formée. Derrière elle, quelque chose de blanc glissa de son sac à main plié en carré, mou et familier. Un mouchoir. Non brodé avec LD, mais bordé du même fil rose pâle. Miss Marple se pencha pour récupérer le mouchoir tombé d'un geste si rapide et si discret que Madame Calthorpe n'eut pas le temps de protester. Elle l'examina légèrement entre ses doigts, un lin pâle, au coin légèrement orné de fleurs de pommier, du genre de ceux vendus en coffret chez Forsyth's Mercery. Sans monogramme, mais provenant indéniablement de la même collection que celui déchiré, glissé dans le tiroir de Miss Marple. Un objet domestique, facilement oublié, sauf qu'il n'était pas tombé du sac à main de Lily Durand. « Oh, quelle insouciance de ma part !» dit Madame Calthorpe en tendant vivement la main, les joues marbrées. « Je crois bien que c'était destiné à la boîte à dons de l'église. »« Vraiment ?» La voix de Miss Marple exprimait une douce curiosité. « C'est très gentil de votre part de m'offrir quelque chose d'aussi personnel. » Madame Calthorpe pinça les lèvres, d'une manière qui ne laissait transparaître ni gratitude ni invitation. « Il ne faut pas tout expliquer, Miss Marple. »« Ah, » répondit-elle gentiment, « mais si souvent on attend assez longtemps. » Ils se séparèrent avec des sourires cordiaux, mais lorsque Miss Marple tourna au coin de l'allée du presbytère, ses sourcils se froncèrent légèrement. La soudaine attitude défensive de Calthorpe était bien plus révélatrice que n'importe quel morceau de tissu tombé. Un instant plus tard, elle aperçut le mouvement fugitif de la silhouette du portail de pierre qui s'arrêtait juste avant de disparaître. Grand, svelte et d'un pas décidé, M. Fullerton traversa à nouveau la route en direction du cimetière, un itinéraire qu'on n'emprunte généralement pas sans but en milieu de matinée. Miss Marple en prit note discrètement, puis quitta la rue principale pour se diriger vers le presbytère afin d'échanger quelques mots avec le révérend Chudley. Il la reçut avec gentillesse, même si une pointe d'inquiétude et de distraction transparaissait dans ses gestes. Sa femme, Marjorie, n'était pas au salon, mais on l'entendait s'agiter inutilement dans la cuisine. « J'espère que cette maudite affaire ne vous a pas trop énervé, » dit-il en versant du thé tiède avec des doigts tremblants. « Pas du tout, » répondit Miss Marple. « J'avoue que je trouve le village plus agité que d'habitude par la présence de la mort. La disparition de M. Hargreaves me semble gênante. » Le vicaire cligna des yeux. « Incommode ? Oh oui. Si peu semblent le pleurer, et pourtant tant de personnes souhaitent paraître touchées. » Il hésita, puis jeta un coup d'œil vers la porte fermée de la cuisine. C'était un homme difficile, Jane. Il était revenu à Saint Mildred avec plus d'argent que de bonnes manières. Il avait pris possession de la maison de sa sœur comme si c'était un pensionnat. Très prompt à donner des avis spontanés, surtout au comité paroissial. « Ah !» dit doucement Miss Marple, « la rotation des fleurs.
Chudley rougit. Il fait pleurer mademoiselle Hartnell. Il dit que les chrysanthèmes ressemblaient à des fleurs récupérées dans un cimetière. Et pourtant, dit-elle en levant sa tasse de thé, il a été remarquablement généreux avec le fond de la chorale le mois dernier. Le vicaire hocha la tête d'un air sec. Oui, et c'est ce qui a dérouté les gens. Il les humiliait publiquement, bruyamment mais en privé, laissant chacun dans l'incertitude de gratitude ou ressentiment. Miss Marple sirota son thé et réfléchit à la contradiction. Un homme qui offrait des reliures de livres de cantiques tout en critiquant la posture des enfants de chœur. Un bienfaiteur qui s'aliénait ceux-là même qu'il cherchait à impressionner. Une telle personne accumule des dettes, mais pas toujours financières. Alors qu'elle se levait pour partir, elle aperçut une lettre à moitié dissimulée sous un pamphlet religieux sur le bureau. Elle était adressée à M. Colin Hargreaves. Cachetée 2 jours auparavant, elle était encore scellée. « C'est étrange », murmura-t-elle, laissant ses yeux se poser dessus juste une fraction de seconde de trop. Le vicaire l'a remarqué. « Ah, il est arrivé après le bal, je n'ai pas eu le temps de le livrer. » Miss Marple ne fit aucun commentaire, mais son silence était lourd de possibilités. Plus tard dans l'après-midi, l'agent Trimmings fit une visite inattendue au cottage de Miss Marple, casquette à la main, et le visage rose, après une marche trop longue pour lui. « J'ai trouvé quelque chose d'étrange, » dit-il en lui jetant un regard nerveux, tandis qu'elle le faisait entrer. Derrière la grange, près du hangar à bois. Il sortit un petit paquet enveloppé dans du papier kraft, légèrement humide sur les bords. À l'intérieur, plié avec soin, se trouvait une page arrachée de L'Ami du peuple, un de ses contes moraux sur un prétendant mal jugé et une nièce incomprise. À l'intérieur se trouvait une paire de lunettes à monture métallique. La monture était tordue, un verre était fissuré. Miss Marple ne les a pas touchés. « Où exactement ?» demanda-t-elle, derrière les tonneaux de cidre, nichés dans un coin, recouverts de paille. Il hésite. Ils correspondent à ceux qu'on disait qu'il portait. Êtes-vous sûr de les avoir vus ? J'en suis certaine. Elle contempla le corps déformé. Quelqu'un voulait non seulement les cacher, mais les séparer du corps. Trimmings fronça les sourcils. Mais pourquoi ? Ils étaient déjà cassés. Précisément. Ce soir-là, tandis que le ciel prenait une teinte violette, Miss Marple était assise, le mouchoir déchiré et les lunettes côte à côte sur son bureau. Des broutilles domestiques, facilement oubliées. Et pourtant, quelque chose dans la page enroulée autour des lunettes lui collait à la peau. L'histoire d'une nièce accusée à tort. Le genre de sentiment qui frappait plus durement les coupables que les innocents. À moins, bien sûr, qu'il ait été laissé là pour que quelqu'un le trouve. La page de L'Ami du peuple reposait immobile sur le bureau de Miss Marple, tandis que les dernières lueurs du jour disparaissaient par la fenêtre. Une histoire d'affection mal évaluée, de reproches injustifiés et de rédemption de dernière minute, choisie non par hasard, sentait-elle, mais par quelqu'un pour qui les apparences comptent beaucoup. Quelqu'un qui souhaitait susciter à parts égales sympathie et diversion. Une histoire maquillée, pliée autour de preuves maquillées. Et puis, la cloche a sonné. Elle se leva, surprise. Les visiteurs n'étaient pas fréquents à cette heure-ci, surtout ceux qui frappaient Nance 2 fois de suite, puis hésitaient. À la porte se tenait le révérend Chudley, les yeux inquiets, une main cachée dans son manteau. « Pardonnez-moi l'intrusion », dit-il avec une politesse forcée. « Je suis venu au sujet de la lettre. » Miss Marple s'écarta d'un signe de tête et le conduisit dans le salon où le feu s'était éteint. Il resta debout, comme si parler assis pouvait suggérer qu'il cherchait du réconfort. « Je l'ai ouvert », a-t-il admis. « Je sais que je n'aurais pas dû. Ce n'était pas à moi qu'il était adressé, mais le nom de Madame A. McKinnon. Hier, cela ne me disait rien.
Mais aujourd'hui, je me suis souvenu d'un sermon que Colin Hargreaves avait un jour interrompu bruyamment, publiquement. Il était ivre, ou presque. Il fulminait contre des péchés non nommés depuis la chair. « Ah !» dit doucement Miss Marple. « Et que contenait la lettre ?»« Une demande, dit-il, écrite par une femme de Birmingham. Elle prétendait être sa propriétaire et affirmait qu'il lui devait un loyer. Mais c'est le ton qui m'a interpellé. Il n'y avait pas de colère. J'étais déçu, comme si elle savait qu'il ne répondrait pas. Miss Marple laissa la conversation s'installer entre elles. Puis, doucement, était-ce un avertissement? Chudleigh hésita. Non, mais ça ressemble au genre de lettre qu'on écrit quand on a renoncé à la décence. Elle lui offrit du thé, qu'il déclina, et il partit aussi vite qu'il était venu, murmurant quelque chose à propos des préparatifs des vêpres. Miss Marple resta un instant près du feu, tenant la lettre qu'il lui avait passée, froissée, légèrement parfumée à la lavande ancienne, et signée d'une main ferme et gracieuse. Agnès Mackinnon. Sous la déception se cachait une lassitude qui en disait plus long sur l'histoire que sur le malheur. À peine l'eut-elle remis sur son bureau qu'un second coup retentit, plus fort, essoufflé. Cette fois, c'était l'agent Trimmings, le visage rouge et humide de précipitation. « Il y a eu un autre incident. » Haleta, il a retiré sa casquette. « C'est M. Fullerton, il est parti. » Miss Marple cligna des yeux. « Où ? » Personne ne le sait. Sa porte d'entrée est entr'ouverte, son dîner intact. La maison est fermée de l'intérieur, sauf le loquet de la fenêtre de l'arrière-cuisine, forcé. Madame Grimshaw dit avoir vu un homme en manteau marron quitter la ruelle il y a 1 heure, marchant d'un pas rapide. Fullerton possédait un manteau marron, dentelle. Oui, mais ce n'était pas lui. Trimmings marque une pause. Elle dit que l'homme était plus grand et qu'il portait un sac noir. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent légèrement. Elle a aussi dit, continua-t-il en feuilletant son carnet, qu'elle avait entendu des voix élevées ce matin, venant du jardin de Fullerton. Des disputes, quelque chose à propos de trahison. Et de dettes. Miss Marple tendit la main vers son châle. Lorsqu'ils arrivèrent à Ivy Ends, les ombres s'étaient épaissies le long des haies. La maison était silencieuse, à l'exception du lent ruissellement d'eau d'une gouttière fissurée. À l'intérieur, le salon arborait l'apparence rigide et immaculée d'un homme qui ne s'était jamais vraiment habitué au coussin. Sur le buffet se trouvait une carafe de sherry et 2 verres intacts. Dans l'âtre, une page pliée du Times, prête à brûler, gisait juste à côté de la grille. Elle remarqua d'abord le parapluie. Pas celui de M. Fullerton, trop fin, trop moderne, avec son manche en bakélite qui brillait sous la lumière du gaz. Laissé négligemment, ou délibérément. Trimmings ne l'avait pas vu. Il était occupé à inspecter le loquet de la fenêtre et à marmonner des empreintes de pas. Miss Marple se dirigea discrètement vers l'étagère, dont elle caressa les tranches. Des revues juridiques, des registres, quelques vieux romans Penguin. Un livre Trust and Probate a Layman's Companion avait été légèrement tiré vers l'avant, sa tranche marquée d'une trace d'huile ressemblant à une empreinte de pouce. Derrière lui, rien de caché. Mais dans le creux laissé par son retrait, elle sentit que quelque chose avait récemment dit quelque chose qui n'était pas du tout destiné à l'étagère. « Est-ce qu'il recevait souvent des visiteurs ?» demanda-t-elle à voix haute. « Rarement, » dit Trimmings, toujours distrait. Il disait que la plupart des gens s'ennuyaient. Il mangeait plus au pub qu'il ne cuisinait. Elle hocha lentement la tête. Puis 2 verres de sherry lui semblèrent extravagants. Alors qu'il se retourne pour partir, un coup retentit non pas à la porte d'entrée, mais à la porte latérale, rapide et sec. Trimmings l'ouvrit et révéla Lily Durand, les cheveux en bataille, un châle jeté sur une épaule. Ses yeux étaient grands ouverts, immobiles. «
Je crois que quelqu'un est entré dans notre jardin, murmura-t-elle. Miss Marple s'avança vers elle. Qu'as-tu vu? Ne pas voir, entendre. La voix de Lily tremblait. La nuit dernière. Une voix, basse, parlant à quelqu'un qui ne répondait pas. Et ce soir, elle hésita. Un mouchoir, sur le pas de la porte. Pas à moi. Miss Marple prit les mains tremblantes de Lily dans les siennes et l'entraîna doucement dans le couloir, la protégeant du froid. Le châle de la jeune fille était fin, tricoté pour l'apparence plus que pour la chaleur, et ses chaussures portèrent les marques ternes de quelqu'un qui avait parcouru trop de chemin dans l'indécision. « Parlez-moi du mouchoir, » dit doucement Miss Marple. « Il était plié, » répondit Lily d'une voix à peine audible, déposé sur la dernière marche, près du pot de rose. Pas à nous. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait peur. Miss Marple jeta un coup d'œil à Trimmings, qui avait déjà récupéré un petit carnet, bien que le crayon tremblait légèrement entre ses doigts. « Toujours là ?» demanda-t-il. Lily hocha la tête. Ensemble, ils retournèrent vers le cottage Durand. Le chemin était désormais sombre, à l'exception de la lueur des fenêtres de l'étage et de la lueur vacillante de l'âtre qui filtrait entre les fins rideaux. Miss Marple laissa son regard dériver vers la haie. Le loquet du portail, les pots de fleurs encore humides de la bruine de l'après-midi. Des choses ordinaires. Des choses capables de dissimuler des secrets quand personne ne les regarde de trop près. Sur le pas de la porte, Trimmings se pencha et récupéra le mouchoir. Il était légèrement parfumé à la violette, ou quelque chose qui s'en rapprochait, et monogrammé, bien que les lettres soient devenues presque invisibles. « M.C. Madame Calthorpe », dit doucement Miss Marple. « Un modèle identique à celui que j'ai vu plus tôt ce matin. » Lily leva les yeux, surprise. « Mais pourquoi le ferait-elle » Miss Marple secoua doucement la tête. « Pas de conclusion hâtive, ma chère. Certaines choses restent à voir, plutôt qu'à éclaircir. » Elle laissa Trimmings à ses notes, et Lily à l'étreinte anxieuse de sa mère, et rentra chez elle sous un ciel voilé de nuages bas. Une étoile solitaire clignote, faible et pulsante. Dans son salon, elle se versa une modeste mesure de sherry et s'assit près du feu de charbon, attendant. Elle avait envoyé un mot une heure plus tôt, plié avec une simplicité délibérée, et passé au jeune Peter Miles, qui ne manquait jamais de transmettre un message s'il était accompagné de la promesse de biscuits. Le message était adressé à Madame Calthorpe, sans toutefois porter d'accusation directe. Il contenait simplement une discrète invitation à prendre le thé à 10 heures le lendemain matin, et une mention selon laquelle Mademoiselle Marple avait trouvé quelque chose d'étrange en pliant des serviettes de la fête. Le lendemain, à 10 heures, Madame Calthorpe arriva. Elle était posée, un peu trop stricte. Une broche et des boucles d'oreilles assorties brillaient comme un jugement poli sur son col. Ses gants, remarqua Miss Marple, avaient été récemment recousus au niveau des pouces, ce qu'elle n'aurait pas fait elle-même, ce qui suggérait la frugalité de quelqu'un qui a plus à entretenir qu'à apprécier. Ils parlèrent d'abord des roses, puis du dernier sermon du pasteur, et enfin de la difficulté de conserver le chutney par un temps aussi humide. Ce n'est qu'une fois la deuxième tasse servie et l'assiette de sablé restée presque intacte que Miss Marple dépose un carré de lin plié sur la table. « Des mouchoirs », dit-elle doucement, si rarement utilisés de nos jours, et pourtant des choses si révélatrices. On les garde près de soi, ils absorbent notre odeur, nos intentions même. Madame Calthorpe l'observa sans le toucher. On pourrait en dire autant de nombreux objets domestiques. Miss Marple esquissa un léger sourire, et les objets domestiques finissent souvent entre de mauvaises mains. Le silence entre eux s'allongea, non pas par méchanceté, mais avec la tension d'une broderie tirée trop fort sur un cerceau. Finalement, Madame Calthorpe s'agita. « Tu crois que j'étais au cottage Durand ?»« Je crois.
dit prudemment Miss Marple, que tu étais quelque part où tu regrettais d'être. Ou peut-être quelque part où tu te sentais responsable d'être. Il y a une différence. Je n'ai rien à voir avec la mort de Colin. Je suis sûr que tu n'as pas manié l'objet. Mais les secrets peuvent être tout aussi pressants. Les lèvres de Madame Calthorpe tremblèrent avant qu'elle ne les endurcisse. Il rabaisse tout le monde. J'essayais de maintenir la fête dans la bonne humeur. Respectable. Savez-vous ce qu'il m'a dit ce soir-là? Que mon défunt mari aurait eu honte de ma faute. Tout ça parce que j'avais oublié de polir les gobelets en étain. Miss Marple tendit la main vers la théière, mais ne versa rien. « Je suis allé lui parler après le bal », dit soudain Madame Calthorpe. « Oui, j'ai rapporté son panier. Je lui ai dit que j'en avais assez de ses jeux. Mais je n'ai pas vu de sang. Il était encore vivant quand je suis parti. Avez-vous remarqué que ses lunettes étaient cassées? Je n'avais même pas remarqué qu'il les portait, dit-elle amèrement. Je ne supportais pas de le regarder dans les yeux. Une pause. Alors tu me crois? Je crois qu'il y a une personne qui a plus peur de la honte que du blâme, a déclaré Miss Marple. Elle escorta doucement Madame Calthorpe jusqu'à la porte, comme si elle sortait un patient d'une chambre de malade, et la regarda disparaître dans l'allée sans se retourner. Cet après-midi-là, elle retourna à la grange. Elle était fermée à clé depuis la fête, mais le révérend Chudley lui avait donné l'autorisation d'inspecter discrètement les lieux avant que les caisses de récolte ne soient emballées. L'air intérieur était désormais plus frais, débarrassé de toute festivité. La scène était nue, les tonneaux de cidre refermés. Dans le coin, là où les bottes de foin avaient été empilées, un objet luisait faiblement dans la poussière. Une boucle de ceinture. Ni vieux, ni décoratif, simple, carré, en acier poli, trop neuf pour appartenir à quelqu'un de l'âge de M. Hargreaves. Miss Marple se pencha pour le récupérer. La broche était pliée en arrière, comme si elle avait été serrée fermement ou arrachée lors d'une bagarre. Elle l'a tenue à la lumière. La boucle reposait froide dans la paume de Miss Marple, sa faible lueur ne captant que les faibles rayons de lumière de l'après-midi qui filtraient par la fenêtre du grenier de la grange. Elle la retourna délicatement, ses doigts gantés, effleurant l'imperfection du pronom plié, trop précise pour être accidentelle. Quelqu'un l'avait arrachée à la hâte ou l'avait serrée avec une telle force qu'elle s'était déformée sous la pression. Elle traversa lentement la grange, son regard parcourant les recoins désormais familiers, comme celui de quelqu'un qui cherche non pas ce qui a changé, mais ce qui a été restauré. Souvent avait-elle constaté l'instinct le plus profond d'un tueur, une fois la panique passée, n'était pas la dissimulation, mais l'ordre. Un retour à la normale. Un effacement. Les balles étaient de nouveau soigneusement empilés. Les manteaux, laissés en désordre le soir du bal, étaient maintenant alignés en rangées droites et ordonnés. Trop droit, trop ordonné. Miss Marple s'arrêta devant un de ces manteaux. C'était un tweed foncé, utilisable, quoique démodé, suspendu rigidement à son crochet. Un manteau d'homme. Et en dessous, appuyé contre le mur en planche, une paire de bottes qui n'y était pas auparavant. Cuir marron, fraîchement cuit, de fabrication citadine. Elle ne les toucha pas. Elle leva plutôt les yeux vers le grenier, où autrefois les enfants étaient autorisés à grimper et à déposer des feuilles de papier pour la pièce de la moisson. L'échelle avait depuis été retirée, mais le silence là-haut semblait autrement occupé, presque par le faible écho d'une respiration retenue. Elle s'éloigna du porte-manteau et se dirigea vers la porte où Trimmings attendait dehors, un chapeau à la main. « Je me demande, » dit-elle pensivement, « si vous pourriez demander poliment qui avait accès à la grange ce matin. Je crois que la serrure était gardée au presbytère. » Trimmings cligna des yeux. « Oui, seulement le révérend et moi. Et le chef de chœur, je suppose. Le directeur de la chorale. Monsieur Avery. »« Oui, dit Trimmings en fronçant les sourcils.
mais je ne l'ai pas beaucoup vue depuis le bal. »« Moi non plus, » murmura Miss Marple. Elle remercia le gendarme et commença son chemin vers la maison. Ses pensées s'enchaînent, non pas en ligne droite, mais en une boucle complexe, le genre de broderie qui ne révèle son motif qu'une fois retournée. De retour, chez elle, elle déposa délicatement la boucle sur une serviette en lin, à côté des lunettes et du mouchoir déchiré. 3 objets abandonnés, aucun n'ayant de lien à l'origine, désormais liés par leur abandon. Chacun avait été abandonné à la hâte et appartenait, presque certainement, à une personne différente. Mais la boucle de ceinture? Cela annonçait une lutte. Plus tard dans la journée, Miss Marple s'aventura de nouveau, cette fois vers l'extrémité nord du village, où les maisons en briques cédèrent la place aux étroites chaumières des nouveaux locataires. Parmi elles se trouvait la modeste demeure louée à Miss Lenora Fanshawe, revenue du continent, avec plus d'histoire que d'explications, et qui portait de la soie quand le coton aurait suffi. Miss Marple la trouva dans le jardin, en train de tailler ce qui restait de ses rosiers tardifs, avec une paire de ciseaux bien trop fins, pour le sol du village. « Ah, Miss Marple, » dit-elle d'un ton léger. « Vous venez constater les échecs ? Vous constaterez que j'ai trop arrosé les géraniums et pas assez soigné les soucis. Je trouve votre jardin plutôt expressif, » répondit Miss Marple en observant le carré de rosiers trop espacé, leurs feuilles coupées, comme s'ils risquaient de parler à tort et à travers. Et votre collection de manteaux, paraît-il, fait l'envie du comité des récoltes. Mademoiselle Fanshawe pencha la tête. On dirait que c'est l'œuvre de Prise Ridley. Elle a toujours eu un œil méfiant pour les tailleurs. Possédez-vous une ceinture avec une boucle carrée en acier ? Demanda Miss Marple, doucement mais directement. Une pause. Trop brève pour être une véritable surprise. Trop longue pour être de la nonchalance. Peut-être, dit-elle enfin. Pourquoi ? Parce qu'on en a trouvé un dans la grange ce matin. Ah, dit-elle en plissant les yeux. Et nous voilà tous de retour dans la grange, n'est-ce pas ? Certains d'entre nous ne l'ont jamais quitté, a déclaré Miss Marple. Fanshawe coupa une dernière fleur, la déposa dans son panier et reposa soigneusement le sécateur. M. Hargreaves avait une façon d'attirer l'attention qu'il ne méritait pas, dit-elle. Je crois qu'il aimait ça. Est-ce qu'il a dessiné le tien ? Un léger sourire, seulement quand je le laissais faire. Il y avait un silence entre eux, mince et serré, comme un fil de piano. Alors que Miss Marple se retournait pour partir, elle jeta un coup d'œil vers le pas de la porte. Un autre objet avait été laissé bien en vue, un programme plié du bal des moissonneurs. Le nom de Lenora Fanshawe était griffonné au crayon en haut, et en dessous, presque caché par l'ourlet du paillasson, un morceau de papier arraché au même magazine qui avait enveloppé les lunettes. Cette pièce ne portait que le titre « Fausse accusation », un conte moral. Miss Marple ne toucha pas le morceau de magazine déchiré sous le paillasson. Il suffisait de le voir, de saisir le titre « Fausse accusation » et la façon dont son placement délibéré laissait entrevoir quelque chose de bien plus intime qu'une simple coïncidence. Une performance, peut-être. Un récit choisi avec intention. Miss Lenora Fanshawe avait de nombreux talents, mais la subtilité, soupçonnait Miss Marple, n'en faisait pas partie. Elle se retourna brièvement, mais la porte était déjà fermée. Lorsqu'elle retourna à son cottage, le ciel s'était assombri d'un gris pesant, qui rendait même les pièces les plus gaies incertaines. Un vent d'est se levait, secouant la haie privée et déstabilisant le chapeau du facteur à son passage. Miss Marple prépara un nouveau pot de mélisse et de mélisse noire et disposa à nouveau les indices sur son buffet, comme si elle disposait des poupées pour inspection. Les lunettes, le mouchoir monogrammé, la boucle de ceinture, la page de fiction morale. Et maintenant, un deuxième article du même numéro, placé délibérément et de manière provocatrice,
avait pour but d'éveiller la sympathie pour une personne injustement accusée. Mais c'était trop soigné, trop répété. Les véritables innocents n'ont pas anticipé l'angle précis de l'accusation. Ils l'ont simplement subi. À 4h30, on frappa à la porte. Sans précipitation, sans hésitation, avec mesure. Miss Marple ouvrit la porte et trouva M. Avery, le chef de chœur, chapeau à la main, le regard baissé. C'était un homme d'une 50aine d'années, méticuleux, aux ongles toujours propres et ayant tendance à cligner des yeux lorsqu'il mentait. Elle remarqua 3 clignements avant même qu'il ne parle. « J'espère que je ne suis pas indiscret, » dit-il. « Pas du tout, » répondit Miss Marple en s'écartant. « Entrez, monsieur Avery. J'imagine que ce n'est pas une question de placement d'alto. » Il esquissa un faible sourire. « Non, non, ce n'est pas vrai. » Une fois assis avec du thé devant lui, il serra fermement ses mains au-dessus de la tasse, comme s'il voulait faire sa confession dans la porcelaine. « J'ai entendu quelque chose, » commença-t-il. « À la fête. Pas au moment du crime, remarquez. Avant. Juste avant. Je croyais que ce n'était rien. Mais maintenant, il s'est arrêté. « Prends ton temps, » dit Miss Marple. Il leva les yeux écarquillés. J'entendis quelqu'un pleurer. Dans le vestiaire. Doucement, avec maîtrise. Un homme. C'est pourquoi je n'ai pas enquêté. J'ai supposé que c'était M. Fullerton. Il s'était disputé avec Hargreaves des semaines auparavant, à propos d'un prêt ou d'un acte de vente que personne ne connaissait vraiment. Et maintenant, tu n'es plus sûr que c'était Fullerton? Il secoua lentement la tête. La voix. Elle n'était pas assurée. Elle avait ce côté chagrin ou panique, je ne saurais dire, mais pas le genre de son que M. Fullerton ne laisserait jamais entendre. Miss Marple sirotait son thé. « Et lui as-tu parlé après le bal ?»« Je l'ai vu, » dit Avery, à l'extérieur du cimetière. Il marchait rapidement, mais sans s'éloigner de la grange. C'était sans doute peu avant le cri. Elle hocha lentement la tête. Après son départ, elle reprit son carnet, retournant chaque observation dans le silence. L'histoire prenait forme, mais n'était pas encore achevée. Et puis, la dernière pièce arriva, inattendue et brutale. L'agent Trimmings est revenu juste avant le crépuscule, essoufflé et énervé. « Ils l'ont trouvé, » dit-il, attendant à peine d'être invité à entrer. Fullerton, non loin du chemin du canal. Feller a été poussé. Il s'est cassé la jambe sur la pente. Il essayait de ramper vers la route principale. « En vie ?» demanda Miss Marple, déjà en train d'aller chercher des bandages dans son armoire. « À peine. Il a dit qu'il allait à la police. Il a dit qu'il avait des preuves en poche. Mais elles avaient disparu quand ils l'ont retrouvé. » « Qui l'a trouvé ?»« Facteur, » dit Trimmings. « Il dit qu'il est allé par là par erreur et qu'il a raté son chemin habituel à cause des moutons qui bloquent l'escalier. Il dit que Fullerton appelait, mais pas à l'aide. Il répète sans cesse le même nom. Et le nom ?» Trimmings regarda vers le bas. « Lily. » Miss Marple plie lentement les bandages. « Dites-leur, » dit-elle, « de ne pas insister ce soir. Laissez-le se reposer. Laissez la vérité venir en son temps. » Mais son esprit était déjà en train de trier le silence de Lily, la disparition soudaine de Fullerton, les 2 verres de sherry et les faux indices laissés comme des miettes pour tromper. Quelqu'un essayait de contrôler la tournure de l'histoire jusqu'à la dernière morale, et quelqu'un d'autre, semble-t-il maintenant, avait choisi de réécrire sa partie au milieu de la représentation. Elle jeta un dernier coup d'œil à la page déchirée du magazine sur son bureau. Ce n'était pas le titre de l'histoire qui la dérangeait le plus. C'était la dernière ligne imprimée en bas. « Et la justice, une fois rétablie, doit aussi pardonner. » Le lendemain matin se leva sans fanfare, sans cloche, sans vent, juste le silence feutré d'un village qui reprend son souffle. Au-dessus de nos têtes, un fin voile de nuages filtrait le soleil en une pâle lavie.
donnant au pavé une couleur d'os. Dans le salon du cottage de Miss Marple, la bouilloire chantait déjà lentement. La table mise pour 3 personnes. Thé, lait, scone. Pas de sucre, pas d'accusation. Lily Durand arriva la première, hésitante et pâle, le col de son cardigan tendu par l'habitude. Elle s'assit au bord de la chaise comme une jeune fille, s'attendant à une réprimande. Puis arriva l'agent Trimmings, sa casquette serrée sous le bras, le visage crispé par le poids de 2 nuits blanches, et une douzaine de questions toujours sans réponse. Elles furent suivies, à l'invitation discrète de Miss Marple, par Madame Calthorpe et Mademoiselle Fanshawe. Ni l'une ni l'autre n'étaient très à l'aise, bien que chacune ait réussi à afficher un air de calme et de politesse. Madame Calthorpe portait des gants malgré la chaleur. Mademoiselle Fanshawe fumait élégamment près de la fenêtre ouverte, exhalant une légère provocation à chaque bouffée. Lorsque tout le monde fut assis, Miss Marple versa le thé avec une lenteur délibérée, laissant le silence s'imprégner de lui. « Monsieur Fullerton devrait se rétablir, dit-elle enfin, les yeux rivés sur sa tasse. Il ne pourra probablement pas marcher confortablement avant un certain temps, mais sa mémoire est intacte. C'est l'essentiel. » Les autres murmurèrent de faibles réponses, assentiments, incertitude, malaise. « Il a dit qu'il allait à la police », a ajouté Trimmings, presque pour lui-même. « Oui », acquiesça Miss Marple, « parce qu'il croyait que Miss Durant avait tué M. Hargreaves. Voyez-vous, Colin Hargreaves menaçait de révéler une liaison secrète entre Lily et le fils de M. Fullerton. Le jeune Fullerton est déjà marié, bien sûr. Plutôt malheureux, mais le scandale aurait circulé plus vite que la vérité. » Les yeux de Lily s'emplirent de larmes, mais elle ne dit rien. C'est pourquoi Colin avait fait appel à son ancien notaire. Il souhaitait modifier un legs testamentaire au profit de Lily. Peut-être par culpabilité, peut-être pour perturber l'emprise des Fullerton sur les affaires du village. Les garnitures ont été redressées. Le mobile était donc l'argent? Miss Marple secoua doucement la tête. C'était une question de réputation. Monsieur Fullerton était terrifié non seulement par la disgrâce de son fils, mais aussi par le coût social d'une telle alliance. Il alla donc affronter Colin. Ils se disputèrent. Ils se battent. Les lunettes étaient cassées. La boucle de ceinture se détache dans la bagarre. Mais Fullerton ne le tua pas. Elle tourna son regard vers Miss Fanshawe. « Non, dit-elle doucement. Tu l'as fait. » Mademoiselle Fanshawe tapota soigneusement la cendre dans le plateau, puis reposa sa cigarette. « Je n'ai jamais été très douée pour attendre le dernier acte, » dit-elle calmement. « Alors vous avez compris. Je me doutais bien que tu aies essayé de piéger Lily, » dit Miss Marple d'une voix presque tendre. Le mouchoir sur le pas de la porte, la morale glissait sous le paillasson. Même le placement des lunettes, cachées derrière les tonneaux de cidre dans un emballage sentimental, suggérait une femme qui comprenait le théâtre plus que la nécessité. « Et la boucle de ceinture ?» demanda Fanshawe, un sourcil levé. « Trop propre pour paniquer. Il a été placé, » dit Miss Marple. Après coup, comme s'il avait été lâché, pas jeté. Vous vouliez que M. Fullerton soit suspecté. Vous saviez qu'il avait un mobile, et il avait menti pour protéger son fils. Madame Calthorpe s'agita sur son siège. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça à Colin? Lenora sourit, mais son expression n'atteignit pas son regard. Colin Hargreaves a ruiné mon frère, il y a des années. Avant la guerre, un investissement privé, une parcelle de terrain abandonnée près de Chichester. Mon frère a tout perdu, sa maison, sa santé. Il s'est enivré jusqu'à mourir prématurément, tandis que Hargreaves prospérait. Je l'observais depuis Lisbonne, tandis qu'il dînait dans des clubs et organisait des fêtes religieuses. Personne ne le savait, murmura Madame Calthorpe. Personne ne le fait jamais, dit Lenora. Car le chagrin n'est pas bruyant. Il se drape dans le décorum, dans des robes de soie et des ragots parfaitement enveloppés.
Il y eut alors un silence profond et troublé. « Ça a été rapide », ajouta Lénora après une pause, « plus rapide que prévu. J'ai actionné le levier du pressoir à cidre en bois. Il cherchait son éventail. Il l'avait laissé tomber en cherchant ses lunettes. Il a à peine eu le temps de se retourner. » Miss Marple hocha lentement la tête, le regard fixe mais sans malice. « Vous n'êtes pas la première à confondre justice et mémoire, ni à confondre vengeance et restitution. » Trimmings resta là, à contre-cœur. « Je vais devoir la prendre. » Lénora se leva et lissa son plage. « Bien sûr. J'ai fait mes valises. Je n'aurais jamais cru que ce village garderait mes secrets. » Alors qu'il sortait dans la ruelle, le silence revint, moins comme un silence, plus comme un souffle expiré. Madame Calthorpe s'attardait. Elle semblait si calme. J'ai cru que c'était moi, pour l'avoir affrontée ce soir-là. Non, dit doucement Miss Marple, ta culpabilité est une ombre, pas une cause. Tu voulais seulement être respectée. Et Lily, elle devra apprendre que l'amour, une fois volé, reste rarement doux. Mais elle est jeune. Le temps sera plus clément avec elle qu'avec nous tous. La semaine suivante, le comité des récoltes se réunit à nouveau, comme prévu. Les fonds de la fête furent reversés, les banderoles lavées et pliées, pour l'année prochaine. Monsieur Fullerton n'était pas présent. Lily ne fut pas mentionnée. Et le nom de Lénora Fanshawe s'est estompé, comme tous les noms murmurés sans conviction. La grange est restée fermée jusqu'au printemps. Miss Marple, revenant de l'épicerie, passa devant un après-midi et s'arrêta brièvement à la porte. Un pétale de souci fané avait été emporté par le vent, en lambeaux, mais toujours doré. Elle sourit faiblement, puis se détourna.